Bonjour à tous, on va faire le TP de mesure de la capacité thermique d'un échantillon d'eau ensemble, théoriquement, avec le résultat qu'on a obtenu au labo avec les groupes 1 et 2. Voilà, donc par contre ça c'est le bruit de la chaise, je m'excuse pour ça. Donc, comment faire pour trouver la capacité thermique d'eau? On va simplement utiliser le premier principe de la thermodynamique, euh, en fait, qui nous dit que delta U, énergie interne, est égal à Q plus W. C'est-à-dire que le changement de l'énergie interne d'un système est égal à la chaleur reçue par le système ou alors le travail mécanique reçu. Alors, dans notre cas, on va avoir une vase qui est thermiquement isolée, comme ça. On va insérer une résistance et on va ajouter de l'eau. Donc, on va appliquer un voltage et on sait que par l'effet de Joule, l'énergie électrique fournie est complètement convertie en forme de chaleur et dissipée sur cette résistance-là. Donc on sait qu'on a V est égal à IR. Donc dans ce cas-là, le travail que le système reçoit est zéro. Donc je peux dire que le changement de l'énergie interne est égal à Q. Et on peut calculer Q comme, on sait que la puissance électrique est, déjà la puissance électrique est le courant fois le voltage, ça se mesure en watts, ce qui est la même chose que joules par seconde. Donc si je multiplie la puissance par une durée de temps, vous voyez, S, j'obtiens joules. Joule qui signifie l'énergie, donc l'énergie électrique en forme de chaleur maintenant, reçue par le système, est égale à la puissance fois delta T, la durée de temps. Après, on peut également calculer le changement, de l'énergie interne d'un système en multipliant simplement la capacité thermique qui se mesure en joules par Kelvin par un changement de température, delta theta. Donc vous voyez que Kelvin se simplifie, on obtient joule. Les unités en joules. Donc, sachant que je peux écrire que delta U est égal à la capacité thermique delta theta, maintenant, je sais que delta U, dans ce cas-là, est égal à Q, est égal à IV delta T. Aussi, delta U est égal à C delta theta. Donc, je peux mettre égal à ça et ça. Donc, C delta theta est égal à IV delta T. Et finalement, je peux isoler C est égal à IV delta T divisé par delta theta. C'est ce qu'on va utiliser pour trouver la capacité thermique d'eau. Par contre, la capacité thermique en grand C est une quantité extensive, ça veut dire que ça dépend de la taille
de la système. Si je mesure la capacité thermique d'un kilo d'eau, c'est pas pareil que la capacité thermique de 10 kilos d'eau. C'est pas très intéressant. On cherche à trouver finalement la capacité thermique massique et il y a une relation entre les deux. Grand C est égal à petit c indice M fois la masse. C'est-à-dire que grand C se mesure en joules par Kelvin. La capacité thermique massique, qui maintenant dépend plus de la taille du système, se mesure en joules par Kelvin par kilogramme et multiplié par masse en kilogrammes. Donc les unités, hop, ça fonctionne. Donc on va utiliser ça finalement pour trouver la capacité thermique massique d'eau qui est en fait donnée sur l'énoncé, c'est de l'ordre de 4200 à peu près en joules par Kelvin par kilogramme. Ou alors ici c'est marqué degrés Celsius, c'est la même chose. Dans l'énoncé du TP, on nous demande d'utiliser ce logiciel-là pour trouver les incertitudes. Je vais vous montrer comment trouver les incertitudes, c'est très simple. Si on a par exemple la quantité C qui est égale à A plus B, dans ce cas-là, je sais que les unités de A est égale aux unités de B égale à C. Si c'est le cas, je peux simplement additionner les incertitudes. Par exemple, pour A, si je mesure A plus ou moins 1, par exemple, et que je mesure B plus ou moins 1, par exemple, du coup, j'obtiens C est égal à, bien sûr, A plus B, plus ou moins l'addition, j'additionne les deux incertitudes, donc j'obtiens 2. Donc C se mesure avec j'obtiens, C avec une incertitude de 2 qui est la somme des incertitudes simplement de A et B. Dans ce cas-là, les unités sont pareilles, ça fonctionne simplement, mais si jamais j'ai par exemple C est égal à A multiplié par B. Dans ce cas-là, les unités de C, c'est pas pareil qu'A, c'est pas pareil que B. Donc, il faut trouver ce qu'on appelle l'incertitude relative. Ça veut dire que si j'ai une incertitude, j'ai mesuré A plus ou moins sigma, l'incertitude relative qui s'exprime en pourcent, c'est simplement, je divise sigma par A. Et ici, je peux additionner les incertitudes relatives. Pour trouver l'incertitude de C, je fais, ça c'est l'incertitude relative de C est égale à l'incertitude relative A plus l'incertitude relative de B. Par exemple, si j'ai 1% ici d'incertitude et que là, par exemple, j'ai 2%, j'additionne et j'obtiens C plus ou moins 3%. Voilà comment calculer les incertitudes. Donc, dans notre cas, on avait C égale à donc IV delta T, delta θ. Delta θ était θ final moins θ initial. Donc, il faut additionner les incertitudes pour θ. Et le reste est multiplication ou alors division, c'est la même chose. On additionne les incertitudes relatives. Donc, pour les incertitudes relatives, on a mesuré, par exemple, un courant de 3 ampères. Et on sait que sur l'appareil est capable de mesurer, par exemple, 10 milliampères. Donc, si je mesure 3 ampères, c'est 3 ampères plus ou moins 10 milliampères. Donc, l'incertitude relative est 10 milliampères divisé par 3.
ampères. Ça, c'est l'incertitude sur le courant, plus pour le voltage, pareil, 10 millivolts, et on a mesuré le voltage à peu près, par exemple, 6 volts. Delta T, on a décidé de garder, on a choisi l'incertitude égale à 1 seconde. Parce que c'est pas logique de prendre l'incertitude sur un chronomètre de l'ordre de millisecondes. Non, ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr qu'il y a une erreur beaucoup plus grande. Donc, on a choisi l'incertitude 1 seconde pour 300 secondes. Et puis après, j'additionne l'incertitude relative de θ final moins θ initial, delta t. Dans ce cas-là, je peux juste... on a dit que θ, la température, on l'a mesurée avec un appareil qui était capable de mesurer au dixième de degré Celsius près. Donc, j'ai, par exemple, θ final plus ou moins 1/10 de degré Celsius. Et ici, je peux additionner les deux incertitudes parce qu'ils ont les mêmes unités. Donc, finalement, j'obtiens delta θ plus ou moins 0,2 en degrés Celsius. Donc là, je vais le mettre l'incertitude relative de delta θ. Delta θ, c'était de l'ordre de, par exemple, 4 degrés Celsius. Et je vais calculer tout ça avec Mathematica. Donc voilà. Et on obtient quelque chose de l'ordre de 5%, ou alors 6% à peu près, 5%. C'est ce qu'on va utiliser pour la suite. Donc maintenant, on va exploiter les résultats. Au lieu de Lattice Pro, je vais utiliser Qtplot, qui est un logiciel un peu plus moderne, facile à utiliser. Et donc, alors, voilà les résultats qu'on a obtenus avec les deux classes. Ça veut dire que j'ai choisi les meilleurs résultats de chaque classe pour une masse donnée. Vous voyez que masse est en abscisse et en ordonnée, on a la capacité thermique joule par Kelvin. Alors, j'ai utilisé Qtplot pour tracer le résultat. Donc ça, ici, on a C en joule par Kelvin. En abscisse, on a masse en kilogrammes. Et les résultats obtenus sont avec les barres d'erreur. Les barres d'erreur, comme je vous ai expliqué, on a mesuré l'incertitude à peu près 5%. Donc le logiciel va calculer le résultat obtenu et il va ajouter 5% d'erreur en forme de cette barre que vous voyez là. Ça veut dire que la valeur réelle est entre cette distance-là. Donc, j'ai fait aussi, j'ai utilisé une fonction modèle, encore une fois avec le logiciel de forme AX plus B, et c'est la ligne rouge que vous voyez. Donc, le but de ce TP, c'était de trouver la capacité thermique massique d'eau, qui est en fait donnée sur l'énoncé du TP, est égale à 4180 joules par Kelvin par kilogramme. Et vous voyez que si comment je peux calculer maintenant la masse, la capacité thermique massique? C'est simple, je divise C par M. Mais en fait, pour obtenir un résultat plus précis, on a utilisé les données qui sont obtenues par plusieurs groupes. Comme ça, si je prends la pente de cette ligne, la pente, ça veut dire je prends la dérivée,
je divise C par M, c'est en fait ici A qui se trouve à 4469. Donc, c'est déjà pas mal. La valeur théorique, c'est à 4200. Et on trouve une valeur expérimentale de 4470 l'ordre de grandeur. C'est bon, déjà c'est pas mal. Et comme je vous ai expliqué, pourquoi, si je prends par exemple 0 kg d'eau, il faut que j'obtienne une capacité thermique égale à 0. Alors que ce n'est pas le cas, on voit que pour 0 kg d'eau, on obtient une capacité thermique à peu près de 60 joules par Kelvin. Ce qui n'est pas logique. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, il faut considérer que la vase elle-même a une capacité thermique. La vase a participé dans l'expériment. La vase a eu un changement de température. Donc, il faut considérer le système comme système O plus vase. Et en fait, ce que vous voyez là comme B pour 0 kg d'eau, c'est exactement la capacité thermique de la vase. Donc, comme ça, on a aussi calculé la capacité thermique, pas la capacité thermique massique, mais la capacité thermique de la vase qui est à peu près à 63 joules par Kelvin. Voilà, donc je vous encourage d'utiliser les résultats qui sont là. Utilisez un tableur. Vous pouvez utiliser Microsoft Excel ou alors Qtplot ou alors Lattice Pro pour exploiter les données vous-même. Voilà, merci beaucoup. À plus.